Bon, bonsoir à tous et à toutes. Je reconnais des têtes qui étaient la semaine dernière sur la première soirée. Euh, Tout d'abord, je tiens à dédier, si vous l'acceptez, je dédie cette soirée à Leonarda. On verra justement au cours de cette intervention comment une famille kosovare elle s'inscrit dans le droit européen et le droit français. Ce sujet-là, alors je ne suis pas juriste, je n'ai pas fait de droit. J'ai accepté de traiter cette thématique du droit européen et du droit français au regard des Roms. À partir surtout de la confrontation que j'ai pu avoir depuis 4-5 ans dans l'accompagnement de familles roms ou roumaines installées sur l'agglomération nantaise. Donc on en a déjà parlé un petit peu la semaine dernière. Et voilà. Donc le sujet et le diaporama que je vous présente, c'est bien à partir de mon expérience où au cours de ces années, j'ai été confronté à voir ce que c'est qu'une expulsion, le droit français, hein, le code, on verra ça, le CESEDA, hein, tout ce qui réglemente les étrangers sur le sol français. Voilà. Le but de cette soirée, c'est tout à fait dans la logique d'une université populaire, c'est donner un minimum, peut-être un maximum, de clés de compréhension de cette question du droit européen et du droit français par rapport à la population rome. Et on verra qu'on va, au niveau du droit européen et du droit français, parler plutôt de roumain, puisque le terme rome est très peu identifié ou réglementé au niveau du droit européen. On reparlera peut-être tout à la fin qu'il y a effectivement des mesures qui sont destinées à diriger directement pour le peuple tzigane, le peuple rome, de tous les pays de l'Europe. Droit européen, ça nous fait penser à l'Europe. Donc tout d'abord, on parle de l'Union européenne. L'Union européenne, donc, c'est représenté aujourd'hui par 27-28 maintenant avec la Croatie, 28 pays qui font partie de l'Union européenne. Et certains articles du traité de l'Union européenne définissent, un article principalement, l'article numéro 3 du traité de l'Union européenne, détermine la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. C'est-à-dire que dans cet espace-là représenté en bleu, des 28 pays, il faut que je m'adapte. Avant, il y en avait 27, maintenant, il y en a 28, avec la Croatie. Eh bien, il y a une libre circulation, alors notamment des personnes. Ça veut dire que quand un Roumain, Rome ou non Rome, mais un Roumain est expulsé du territoire français, pour X raisons, et on verra les raisons tout à l'heure, eh bien, il a le droit de revenir le lendemain sur le sol français. C'est ce qui se passe d'ailleurs hein, sur certains terrains, ils sont expulsés, on verra toutes les modalités, toutes les lois et les circulaires qui s'appliquent sur cette expulsion du sol français, et puis après ils reviennent. Voilà, donc c'est la réalité des Roumains. Deuxième élément, l'espace Schengen. Alors l'espace Schengen, si on superposait les deux cartes, on verrait qu'elles ne sont pas tout à fait identiques. Aujourd'hui, il y a 26 États qui font partie de l'espace Schengen. Ça veut dire la suppression des frontières dans ces pays-là. 26 pays. Il y a certains pays, alors la majorité appartiennent à l'Union européenne, mais il y a 4 pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, mais qui sont dans l'espace Schengen. Donc pour lesquels, eh bien, il y a la libre circulation des biens, des services, des personnes.
Alors ces 4 pays, c'est l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Tiens, c'est drôle, la Suisse, comme ça, on a le droit de passer avec des valises de fric. Hein. Ça s'est fait avec des ministres, etc. Donc voilà, ils font partie de l'espace Schengen, donc il n'y a pas d'obligation. Par contre, certains pays, alors notamment, vous le voyez là en vert, la Roumanie et la Bulgarie ne font pas partie aujourd'hui de l'espace Schengen. Ça veut dire que, et moi j'ai été confronté quand on vient de France en Roumanie, hein, j'ai fait plusieurs voyages, bien on traverse l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, et bien alors, physiquement il y a bien des frontières, mais il n'y a aucun contrôle aux frontières. Par contre, quand on arrive à la frontière de la Roumanie, eh bien là, on doit présenter les pièces d'identité, et les Roumains également font de même hein, pour rentrer dans leur pays ou pour ressortir dans leur pays. Par rapport à cette évolution de l'espace Schengen, fin de l'année 2013, on verra, il y a des mesures qui vont être supprimées, et il y a une réflexion pour faire rentrer la Bulgarie et la Roumanie dans l'espace Schengen. Ça voudrait dire que si c'était le cas au 1er janvier 2014, eh bien, il n'y aurait plus de frontières. Alors la frontière, ça marche, oui. La frontière, c'est celle-là. Là. On passe là, il y a la Hongrie, et on passe ici pour arriver en Roumanie. Mais également, juste à côté, il y a la Turquie, qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc, certains pays, notamment la France, ne sont pas très favorables à cette suppression, suppression de frontières, ou en tout cas à cette entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'espace Schengen. Droit européen, grosso modo, c'est les deux éléments importants. Maintenant, on va parler du droit français. Il existe un gros document qui fait des centaines de pages, ce qu'on appelle le CESEDA, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ah, droit d'asile, on parlait des parents de Leonarda là, qui avaient été rebootés du droit d'asile. Donc, dans le code CESEDA, on parle bien du droit d'asile, c'est pour les étrangers hors Union européenne. Ça nous amène à définir ce que c'est qu'un étranger par rapport au droit français. Eh bien, un étranger, alors l'article 111, ils sont considérés comme étrangers, au sens du présent code, les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité. Quelques apatrides hein, qui existent. Voilà. Donc, un étranger au sens du droit français, c'est toute personne qui n'a pas la nationalité française, qui n'a pas la carte d'identité française. Donc, plusieurs niveaux d'étrangers. Il y a les étrangers qui font partie de l'Union européenne, donc on les appelle ressortissants européens. Parmi eux, une catégorie un peu spécifique, nos Bulgares et nos Roumains. Là, c'est un lapsus, mais c'est pas Rome. Hein. Nos Roumains et nos Bulgares, puisque c'est simplement les États qui sont identifiés. Et puis, l'autre groupe, ben, c'est tous les étrangers hors Union européenne. Donc, c'est les Chinois, c'est les Africains, c'est les Sud-Américains, etc. C'est les Kosovars, puisqu'ils ne font pas partie de l'Union européenne, et puis certains pays comme la Serbie, qui ne fait pas partie, dans les anciens Balkans, dans les Balkans, il y a encore Macédoine, et puis il y a quelques pays qui sont rentrés quand même dans l'Union européenne. Voilà, étrangers au sens du code français. Et donc le CESEDA, avec de multiples articles, le CESEDA définit bien cette relation entre français, ou le droit français, et puis tous ces étrangers-là. Alors je lis peut-être en même temps, hein, parce que c'est compliqué, hein, c'est pas très sexy, hein, le droit français et le droit européen. Et la semaine dernière, c'était plus agréable de voir des photos de gens, hein, parce qu'ici, là, c'est un peu froid. Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre État partie de l'accord de l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, tiens, toujours la Suisse, ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles, hein, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de 3 mois, sans autre condition ou formalité que celle prévue pour l'entrée
sur le territoire français. Ça veut dire que tout étranger, donc non français, pendant 3 mois, quand ils arrivent sur le sol français, ils sont considérés soit comme touristes, ou soit comme visiteurs, parce qu'ils ont des parents, par exemple, sur le territoire français. Donc pendant 3 mois, on ne peut rien leur dire, leur faire, il faut simplement, ils ont le droit de circuler. Au bout de 3 mois, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, on verra quelques exemples de menaces pour l'ordre public, ressortissant d'un autre État, hein, toujours le même cadre, a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à 3 mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes. Alors bien sûr, pendant 3 mois, les 3 premiers mois, ils ont le droit de circuler. Mais au bout de 3 mois, comment ils peuvent rester sur le territoire français? Eh bien, pour tous les ressortissants européens, et puis quelques pays, alors on les citait, hein, ceux qui font aussi partie de l'espace Schengen, notamment la Norvège, et puis la Suisse, eh bien, il faut qu'ils exercent une activité professionnelle en France, ou s'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille, tel que visé au 4e, des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ainsi que d'une assurance maladie. Ça veut dire que pour nos Roumains, mais également pour les Polonais, pour les Espagnols ou pour les Anglais, eh bien, au bout de 3 mois, il faut qu'ils aient soit une activité professionnelle, donc soit ils ont le droit ou alors d'avoir un statut de salarié, parce que là, ils travaillent, et on les laisse tranquilles. Après, il y a d'autres conditions en plus petit, on ne va pas alourdir un peu la lecture. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, oui. Donc, pour tout étranger, au bout de 3 mois, eh bien, il faut qu'il travaille au moins. Hein. Pour tous les étrangers, sauf pour les Bulgares et les Roumains, il n'y a pas d'obligation d'avoir un titre de séjour, une autorisation de travail. Ils peuvent travailler comme ça. Pour les Bulgares et pour les Roumains, en 2007, lors de leur entrée dans l'Union européenne, hein, c'est les 2 derniers pays dans la Croatie, mais en 2007, les 2 derniers pays qui sont rentrés dans l'Union européenne, qui comportaient 25 pays à l'époque, eh bien, on a appliqué un certain nombre de mesures, ce qu'on appelle des mesures transitoires, appliquées pas par l'ensemble des 25 pays accueillants, mais par un certain nombre de pays, dont la France. Donc avant l'entrée de ces pays-là dans l'Union européenne, en 2006, eh bien, dans le code CESEDA, toujours notre code là, du droit français, eh bien, on a réglementé, conditionné l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'Union européenne. Rappelez-vous, en 2006, le ministre de l'Intérieur, que c'est lui qui rédige tous ces articles de loi, il est connu, hein, c'est un petit qui était un peu nerveux pendant 5 ans et puis maintenant qui disparaît, enfin qu'on voit un petit peu moins. Voilà, donc c'était Sarkozy qui avait fait ces lois-là en 2006 pour préparer l'arrivée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'Union européenne. Alors, voilà, donc un petit dessin que je vous laisse... Voilà, alors on va revenir peut-être à ce petit dessin-là. Mesures transitoires. Mesures transitoires appliquées à la Roumanie et à la Bulgarie, c'est pour travailler, un Bulgare ou un Roumain doit avoir une carte de séjour. Comment on obtient une carte de séjour? En travaillant. Donc là, on se mord la queue un petit peu. Hein. Mais c'est pas si rigolo que ça, parce qu'en fin de compte, quand on dit les Roumains et les Bulgares n'ont pas le droit de travailler, alors, et après par abus de langage, on dit oh, les Roms, ils n'ont pas le droit de travailler en France, c'est pas vrai, ils peuvent travailler, mais il leur faut une autorisation provisoire de travail pour des contrats de moins de 3 mois. Au-delà de 3 mois, eh bien, il faut faire un changement de statut pour obtenir un titre de séjour, une carte de travail, travailleur temporaire, ça s'appelle, pour des contrats de plus de 3 mois.
Alors on reverra ça tout à l'heure plus en détail, hein, mais voilà le principe. Ils n'ont pas le droit de travailler dans tous les métiers qui existent sur le territoire français, hein, défini par le ROM, mais c'est le répertoire officiel, je crois, des métiers et des emplois. Le ROM n'a aucun rapport avec les ROM. Et voilà, donc il y a un certain nombre, tous les métiers sont identifiés par une formation, par des capacités, etc. Donc dans l'ensemble de ces métiers-là, eh bien, il y avait une liste, alors on parlait de 150 métiers accessibles aux Roumains et aux Bulgares. 150 métiers, sur les 150 métiers, ils en font 3 ou 4. Hein. C'est travailleurs saisonniers dans l'agriculture, un petit peu dans le bâtiment, dans l'industrie, et puis l'aide à la personne, et les services, ménages, etc. Quoi. Grosso modo, c'est ça. Sinon, il y a eu une réglementation très précise pour ne pas... enfin, la crainte de Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, c'était de voir débouler toute la Roumanie en 2007, et que tous les Roms, et pourquoi pas tous les Roumains de Roumanie, déboulent et viennent prendre le boulot des Français, quoi. Boulot qui n'existe pas non plus. Donc voilà, c'était un peu l'explication de ces mesures transitoires avec cette fameuse liste de 150 métiers dits sous tension, c'est-à-dire c'est là où il y a une demande. Donc il y a une liste qui avait été réduite par Sarkozy, alors quand il était ministre, quand il était président, donc en 2010-2011, cette liste avait été réduite à 130. Et puis, le nouveau gouvernement, là, à l'été 2012, avait augmenté cette liste qui comporte maintenant 290 métiers. Mais il y a toujours cette obligation d'avoir un titre de séjour, une autorisation, soit une autorisation provisoire de travail, un petit papier. Ça veut dire concrètement comment ça se passe. Eh bien, quand un Roumain obtient un contrat, eh bien, il faut, avant qu'il aille à la directe, donc à la direction départementale du travail et de l'emploi, qu'il obtienne ce papier-là. Donc il faut remplir quelques documents. Il faut convaincre aussi l'employeur qu'il ne peut pas l'employer s'il n'a pas ce titre-là. Donc en Loire-Atlantique, depuis 3 ou 4, enfin depuis 5-6 ans maintenant, le collectif Nanterre Rome Europe, dont je fais partie, et l'association Soleil Rome fait partie, on a travaillé avec les responsables de la DIREC, donc la DIREC c'est le service déconcentré de l'État, hein, c'est le ministère du Travail. Eh bien on avait travaillé pour alléger ces procédures-là, et donc maintenant on obtient les autorisations provisoires de travail, une petite carte grise, assez rapidement, en une journée ou deux, ça peut se faire. Cela dit, ça suppose quand même un accompagnement par des personnes. Certains Roms et certains Roumains font la démarche tout seuls quand ils commencent à maîtriser, mais il faut quand même écrire. Bon, voilà, on fournit un certain nombre de documents et on obtient cette autorisation provisoire de travail. Et à partir de ce moment-là, eh bien, l'employeur rentre dans la réglementation et dans le droit pour pouvoir recruter et employer cette personne-là. Donc il faut présenter un contrat d'embauche, soit une promesse d'embauche, ou soit un contrat de travail. Donc il y a quand même une lourdeur administrative qui fait effectivement que l'accès à l'emploi est quand même un petit peu réduit pour les Roumains et les Bulgares. Toujours sous le coup de ces mesures transitoires qui vont disparaître au bout de 7 ans, c'est-à-dire là, au 1er janvier 2014, ces mesures transitoires n'existeront plus. C'est-à-dire que les Roumains et les Bulgares vont pouvoir travailler sans cette autorisation provisoire de travail, une petite carte pour des moins de 3 mois, ou alors pour un changement de statut, c'est-à-dire une carte de séjour, hein, titre de séjour particulier. Il y aura plus cette difficulté administrative. C'est pas pour autant qu'ils trouveront facilement du travail. Et puis là, il faut convaincre les employeurs à recruter des Roumains et des Roms. Voilà. À ce moment-là de l'intervention, est-ce qu'il y a des questions? C'est peut-être des questions maintenant, ou alors on les laisse pour la fin?
Parce que là, on va avancer un petit peu, et donc, ou alors vous les retenez, les questions, à moins qu'il y ait une question immédiate là qui interpelle. On a... Oui. J'ai déjà eu affaire à la Tour Bretagne pour cette autorisation provisoire. Est-ce à dire, si j'ai bien compris, qu'en 2014, il y a un peu besoin et de la carte de séjour et de cette autorisation? C'est ça, voilà. C'est sûr. Ah oui, 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 oui. Non, non, si, là on peut, alors bon, ouais, on peut tout imaginer, hein. Il peut y avoir aussi des événements qui font que, mais non, théoriquement, ces mesures transitoires seront prévues pour 7 ans. Alors d'ailleurs, je me suis renseigné, la Croatie qui vient de rentrer dans l'Union européenne, on lui applique aussi ces mesures transitoires valables 7 ans, c'est un peu la loi comme ça. Pour les, alors de mémoire, c'était l'ancienne Union européenne, c'était 15, et puis il y a eu 10 arrivés en 2004, c'est ça, avec Malte, et puis enfin certains, tous les pays baltes, là, hein, l'Estonie, etc., je crois que c'est 2004 de mémoire, eh bien ces mesures transitoires étaient appliquées pendant 7 ans, mais révisables au bout de 2 ans, et 3 ans, pour faire 7 ans. On avait levé très rapidement, alors pour ces 10 pays qui sont rentrés dans l'Union européenne en 2004, on a levé ces mesures transitoires au bout de 2 ans, je crois, alors que là, on a maintenu ces mesures transitoires pour la Bulgarie et la Roumanie. Alors, quand je dis on a maintenu, la France, parce que ce n'est pas l'ensemble de l'Union européenne qui applique ces mesures transitoires pour les 2 derniers pays, c'est certains pays. Et donc là, aujourd'hui, il y a 7 pays, alors, de mémoire, enfin bon, il y a forcément encore la France, l'Allemagne, la Belgique, un certain nombre de pays qui appliquent ces mesures transitoires. Certains pays, au bout de 2 ans, c'est-à-dire en 2009 ou 2011, ont levé ces mesures transitoires. En 2011, donc Sarkozy, on s'est posé la question, et puis ça a été inscrit dans le CESEDA, eh bien, on a continué à appliquer ces mesures transitoires. On aurait pu les lever en 2011, quoi. Et donc la fin 2014, moins qu'il y ait vraiment, je ne sais pas ce qui pourrait se passer, pour qu'on supprime, enfin pour qu'on revienne sur cette décision de supprimer les mesures transitoires à la fin 2013, quoi. À la Croatie, on a appliqué ces mesures transitoires pendant 7 ans, toujours révisables, au bout de 2 ans, puis après au bout de 4 ans, et à la fin des 7 ans, quoi. Est-ce que au 1er janvier, il y aura, les métiers seront toujours limités? Non, il n'y aura plus de métier, il n'y aura plus rien. Ce sera les 150 métiers, voire les 290 métiers maintenant, c'était dans le cadre des mesures transitoires, applicables toujours pendant ces 7 ans-là, quoi. On avance un petit volet sur les expulsions. Alors, c'est d'actualité. On a traité le code, le CESEDA, code d'entrée et de séjour des étrangers et des demandeurs d'asile. Avant les événements d'il y a 2 jours, j'avais focalisé notre intervention essentiellement sur les étrangers, c'est-à-dire notre sujet, c'est les Roms, donc les Roumains au sens européen et du droit français. J'avais pas traité la question des demandeurs d'asile. On pourra revenir après, et là, bon, je n'ai pas forcément préparé, enfin, on pourra spontanément comme ça en discuter. On parle d'expulsion. Expulsion, 2 sortes d'expulsions. Des expulsions du territoire français, et puis les fameuses expulsions des terrains, occupés illégalement, hein, ce qu'ils appellent, enfin le code, le droit français dit occupation d'un terrain sans titre ni droit. C'est-à-dire ils n'ont pas de location ni de bail, ils ne sont surtout pas propriétaires des terrains. Voilà. Donc, là aussi, la réglementation est très précise. Il y a la loi qui est votée par le Parlement, et après il y a des ordonnances et des circulaires, des décrets plutôt, des ordonnances et des décrets qui réglementent l'application de la loi. Donc quelques articles, simplement pour vous expliquer quand même la complexité du CESEDA. Alors ça, c'était dans ma logique, pourquoi j'avais mis ça. Le juge qui ordonne l'expulsion qui...
Ah, et voilà, oui. Quand on occupe illégalement un terrain, donc ce qui est le cas d'un certain nombre de terrains, notamment sur l'agglomération nantaise, alors on ne parle pas des terrains conventionnés ou qui sont autorisés par les communes, donc on ne parle pas du terrain de Sainte-Luce, de Hain, de Couëron, de Vigneux, de Trélières, le Cellier, et puis quelques communes dans le Sud-Loire qu'on avait décrit la semaine dernière. Tous les autres terrains sauvages, eh bien, ces familles-là peuvent être expulsées. Comment ça se passe? Eh bien, c'est le propriétaire du terrain qui lance une procédure d'expulsion. Donc, ça passe par la justice. Un terrain, il appartient soit à un privé, soit à une collectivité, grosso modo. Hein. Donc, des familles qui occupent un terrain privé, qui appartient à un propriétaire, eh bien, seul le propriétaire peut lancer une procédure d'expulsion pour dire, ben voilà, ces familles-là occupent illégalement, sans titre ni droit, le terrain, et donc je lance une procédure d'expulsion. Ça passe par le tribunal de grande instance de Nantes. Donc notre travail, nous, au sein du collectif Nanterre Homme Europe, eh bien, c'est déjà de faire des aides juridictionnelles pour les familles, puisqu'ils n'ont pas de ressources. On parle bien sur des terrains sauvages, hein, donc là, ils travaillent très peu, bon, c'est quand même moins réglementé que sur les terrains conventionnés. Les terrains conventionnés, bon, là, il y a un accompagnement suffisant pour avoir un titre de séjour ou pour avoir des autorisations de travail. Sur les terrains sauvages, bon, j'aime bien, j'utilise moi le terme sauvage parce que c'est vraiment sauvage. Eh bien, on attaque évidemment la partie adverse, c'est-à-dire le propriétaire. Alors, on n'est pas contre le droit privé, bien sûr. On est soit sur une médiation, donc on demande à la partie adverse une possibilité de rester un petit moment, ou enfin, etc. Et puis, généralement, et dans tous les cas, on perd évidemment le procès, on joue le chronomètre, on le dit, hein, donc on reporte d'une part de quelques semaines pour que les familles aient le temps de se retourner et puis de voir un petit peu plus loin, quoi. Voilà. Pour les collectivités locales, c'est exactement pareil, donc il y a beaucoup de terrains qui appartiennent soit à la collectivité locale, à la mairie, soit à l'intercommunalité. Donc sur l'agglomération, il y a beaucoup de terrains qui appartiennent à Nantes Métropole. Hein. Donc voilà, même procédure. Et là, on demande auprès des collectivités, eh bien, soit une médiation. Alors pour certaines communes, c'est refusé. La médiation, c'est de s'arranger entre les deux parties en disant, voilà, on ne lance pas une procédure d'expulsion. On dit, on va rester 4 mois, ou on attend l'hiver, ou enfin, etc. Et puis, on prépare les familles pour qu'ils puissent se redéplacer. Alors, on est dans une hypocrisie totale, quoi, hein, puisqu'on expulse sans droit, mais on sait très bien, enfin, quand je dis on, c'est les pouvoirs publics, on sait très bien qu'ils vont se réinstaller ailleurs, sur un autre terrain, quoi. Et on repousse là, donc on parle de politique de patate chaude, c'est ça, quoi, hein. On repousse le problème, donc au sein du collectif Nanterre Homme Europe, on dit pas d'expulsion sans solution de relogement. Alors, on n'est pas naïf, hein, on sait très bien que le logement social, la situation en France du logement social est telle qu'on ne va pas pouvoir les mettre dans des logements sociaux. Hein. Pourquoi serait-il prioritaire par rapport à d'autres Français ou non Français, mais qui ont fait des demandes depuis plusieurs années? Mais en tout cas, trouver une autre solution, ou par exemple d'aménager de plus en plus de terrains comme celui de Sainte-Luce, de Hain, de Couëron, etc. Maintenant, donc expulsion, parce que c'est le terme qui est utilisé, mais bien faire le distinguo entre expulsion d'un terrain, c'est-à-dire on les expulse, mais ils restent sur le territoire français. Hein. Et l'autre notion d'expulsion, c'est ce qu'on appelle les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Donc là aussi, le Code Cézéda définit bien le cadre de ces expulsions hors du territoire français. L'obligation de quitter le territoire français est la principale mesure d'éloignement des étrangers. Elle peut être prise par le préfet dans un certain nombre de cas. Elle accompagne un refus de séjour ou sanctionne un séjour illégal en
en France, elle oblige l'étranger concerné à quitter la France par ses propres moyens dans un délai de 30 jours ou dans les situations plus limitées, sans délai. Voilà. Donc il y a des familles qui reçoivent des OQTF pour essentiellement 2 raisons. La première, ils ont eu affaire à la justice. Alors, c'est essentiellement les vols. Alors, s'il y a des crimes, etc., bon, ça on peut comprendre. C'est les vols. Alors, vol soit de ferraille dans les déchetteries ou chez les particuliers, ou alors des vols manifestes. Hein. Et donc là, il existe sur l'agglo nantaise, et on voit, et dans la presse, vous voyez souvent les Roms qui sont condamnés parce qu'il y a des trafics. Donc il y a vraiment une navette entre la France et la Roumanie, et donc ça on le sait, il ne faut pas se voiler la face. Il y a du trafic, ils volent dans les magasins, alors on trouve, on les récupère soit à la frontière, oui, vers Strasbourg, là, ils traversent toute la France, et puis à la fin, pof, on les chope, et puis il y a des camions pleins. Alors on a vu, là, tout récemment, il y a 15 jours, 3 semaines, des tronçonneuses, du matériel qui volent dans les magasins, et puis après ils les revendent en Roumanie. Donc là, il y a un trafic, bon, et là, on applique le droit, donc de ce côté-là, on ne peut pas tolérer ça. Il y a un autre vol de délinquance de subsistance qu'on appelle, ou par défaut, quoi, hein, donc les petits vols de ferraille, etc. Là, au niveau du droit, c'est exactement la même chose. Au niveau de la loi, c'est considéré comme un vol. Donc, ils tombent sous ce coup-là. Et ils ont soit une amende, soit un emprisonnement, mais généralement pas la première fois. Ils ont un sursis. Alors, moi, j'ai accompagné sur des terrains sauvages, pas sur le terrain de Saint-Luce, mais sur un autre terrain sauvage, à Nantes, là, des gens, alors sur la Roche-sur-Yon, au tribunal de la Roche-sur-Yon, et puis d'Angers, où alors ils rentrent dans les déchetteries, alors évidemment pas dans les heures d'ouverture de la déchetterie, donc c'est considéré comme une infraction, sur un territoire qui n'appartient pas, hein, même si c'est la collectivité locale, ou une collectivité qui gère les déchetteries, et puis éventuellement dans des usines, ou enfin bon, effectivement, ça c'est l'application de la loi. Donc ils sont condamnés à 3 mois, 4 mois de sursis par exemple, et puis avec cette condamnation, eh bien, on applique ce décret-là, d'obligation de quitter le territoire français. Alors c'est ça, elle accompagne un refus de séjour, sanctionne un séjour illégal en France, donc ils sont sous le coup de la loi, et donc ils quittent le territoire français. Ils quittent le territoire français. Alors ça c'est le premier exemple. Alors je pourrais vous expliquer aussi un autre exemple de certaines familles. Enfin, il y avait eu une famille qui faisait de la récupération de ferraille, mais sur des heures autorisées. Et puis, c'était une famille qui faisait ça bien. Quand je dis bien, ils voyaient les démolitions. Et quand il y a des démolitions de bâtiments, il y a la loi maintenant, et avec les normes ISO là, pour la récupération le débarras des immeubles quand ils sont déboulés, eh bien il faut trier tous les déchets, donc la ferraille d'un côté, s'il y a de l'amiante de l'autre, et puis tous les autres déchets, les murs, les fenêtres, l'alu, etc. Donc ils récupéraient ça. Et ils vendaient ça chez un ferrailleur, mais qui a pignon sur rue, qui a un numéro SIRET, etc. Et il vivait de ça. Enfin, il est resté sur Nantes pendant quelques années comme ça. Et il a été accompagné, suivi par la gendarmerie de Carquefou. Il était à l'époque sur Carquefou. Il a été suivi par la gendarmerie de Carquefou jusqu'au ferrailleur qui est autour de la Beaujoire. Là, il y a quelques ferrailleurs le long de chemin de Louche-Buron. Et à la sortie, donc il a vendu sa ferraille, on lui a remis de l'argent, et à la sortie, la gendarmerie l'a chopé en disant
contrôle de papier. Donc les voitures sont en règle, hein, ils ont les papiers, la carte grise, tout. Vous êtes pas français, donc européen. Ah bon, alors donc application là des 3 mois, ça fait plus de 3 mois que vous êtes là, oui. Donc de quoi vous vivez? Alors lui, naïvement, il dit bah, moi je vis de vente de ferraille. Ah, très bien. Donc vous avez un papier. Alors donc il y avait forcément une facture de vente puisque le ferrailleur lui fait bien les choses. Bon, donc vous êtes étranger, vous vendez de la ferraille, donc vous avez un statut de vendeur, donc d'auto-entrepreneur. Donc on ne peut pas être, enfin un Roumain et un Bulgare, sous le coup de ces mesures transitoires, là, ne peut pas être auto-entrepreneur puisqu'il faut la carte de séjour. Toujours le même. Et donc il a été condamné pour travail dissimulé, donc travail au noir. Parce que, voilà. Donc, on est dans des histoires comme ça. Bon, on est quand même un peu très difficile, hein, et on tourne en rond, quoi. Donc, cette personne-là a été condamnée, donc tribunal, tout ça aussi, on paye, hein, et donc condamnée à 8 mois de prison, avec sursis, la première fois. Donc, ça veut dire que la deuxième fois, on tombe pour un petit vol de 3 kilos de cuivre. Dès lors qu'on va faire une semaine ou 15 jours de prison ferme, on fait aussi le sursis d'avant, quoi. Alors quand je dis oui, 6 kilos, enfin, je voyais des réactions quand je disais 3 ou 6 kilos de cuivre. Alors, certains, c'est plus que ça, mais moi je connais une famille qui a été condamnée, enfin qui est passée au tribunal. Il avait la chance d'être mineur, il avait 17 ans. Donc il a eu simplement un rappel à la loi. Mais il a été, au moins condamné, parce qu'il avait dans sa voiture un sac et il y avait grosso modo 5 ou 6 kilos de cuivre. Alors effectivement, il était rentré dans une déchetterie à la Beaujoire, pour ne pas citer la déchetterie. Alors évidemment, le soir, après 6 heures ou 7 heures, donc il était passé par-dessus le grillage, et puis il avait récupéré, là, il avait un petit sac, vous savez, les sacs pour faire les courses, là, Carrefour, ou Unico, ou Leclerc, là, les petits sacs, et puis donc il m'avait montré après, et donc là, il était accompagné d'un qui avait une voiture, qui conduisait, et bon, il s'est retrouvé un petit peu tout seul, et donc il a été condamné, en tout cas, juge pour mineur, pour un vol de 7 kilos de cuivre. Alors, effectivement, c'est un vol, hein, donc là, on ne va pas revenir là-dessus. Entre ce vol-là et puis les bandes organisées qui existent aussi. Et donc ça, bien sûr, hein, et puis on a bien vu, et là aussi les médias relatent tous les événements de vol sur les containers, donc containers de train, effectivement, et puis le vol aussi de tout ce qui est réseau téléphonique. Donc, effectivement, ça exacerbe la population, mais bon, il y a quand même des niveaux de délinquance, quoi. Voilà. L'autre cas d'OQTF, c'est la première raison de séjour au-delà de 3 mois, c'est d'avoir des ressources suffisantes. Donc, on n'a pas affaire à la police, mais on est sur le territoire depuis plus de 3 mois, et je vous avais expliqué que j'avais fait le premier voyage en 2009, j'accompagnais une famille qui était sous le coup d'une OQTF. Ils ont été contrôlés par la police. Vous êtes là depuis plus de 3 mois, oui. Vous vivez de quoi? De rien. Donc, vous représentez une charge déraisonnable pour l'État français. Et donc, retour à la case départ. Donc, retour en Roumanie. C'est comme ça que j'avais fait mon premier voyage avec cette famille-là, qui était évidemment de graves gangsters, quoi. Voilà, donc ils sont partis en Roumanie, et puis 8 jours après, enfin non, ils sont restés 2-3 mois, puis ils sont revenus en France, et puis maintenant ils sont à Sainte-Luce, le mari a la carte de séjour, ça fait 4 ans maintenant qu'on les accompagne, le mari a la carte de séjour, les enfants vont à l'école, et tout va bien, mais voilà, donc on est quand même sur des comportements un peu bizarres de l'application de la loi française.
Voilà. Alors, quand il y a une OQTF, pour tout étranger, donc étranger toujours au sens du droit français, eh bien, la loi permet ou propose à cet étranger-là l'aide au retour volontaire, qui avait été pratiquée alors, à partir de 2007 pour tous les étrangers, et notamment les Roumains. À cette époque-là, c'était 300 € par adulte et 100 € par enfant. Nous, au sein du collectif, on était contre cette aide au retour. Pour certains cas, effectivement, alors au moins, je parle pour les Roumains, qui est une aide au retour pour d'autres populations, pour des raisons différentes peut-être. Pour les Roumains, ça a été une manne considérable pendant 2-3 ans. C'est-à-dire que c'était le va-et-vient. On allait en Roumanie, on empochait les 300 €, et puis 8 jours après, on revenait. Et voilà. Et donc on passait à la case départ, là comme au Monopoly, et on récupérait les 300 €, et puis voilà. Donc ça a été supprimé, ça a été réduit, et maintenant l'aide au retour, quand il y a un accompagnement suffisant, quand on se rend compte que la situation en France n'est pas possible, eh bien il y a cette application-là de l'aide au retour volontaire, c'est 100 €. Et avant, le système de la frontière roumaine n'était pas suffisamment développé pour enregistrer qu'on retournait sur le territoire roumain. Maintenant, quand on est sous le coup d'une OQTF, on se fait enregistrer en Roumanie, et cette aide au retour, on peut l'apercevoir qu'une seule fois. Maintenant, avec l'informatique et les moyens de contrôle, il n'y a plus cette possibilité. Mais à une époque, voilà, c'était le business pour certains d'y aller, de revenir, quoi. Donc on est là aussi sur des mesures sans vraiment réflexion et sans perspective, quoi. On est sur du très ponctuel. Voilà, on veut alors... la politique de Sarkozy, c'était des chiffres, donc on avait instauré d'une année sur l'autre un certain nombre d'expulsions, donc il fallait la première année, alors je ne sais plus si c'était 2007-2008, c'était 25 000 expulsions, puis après on monte en pression, enfin on monte, après c'était 27 000, 28 000, 32 000, et puis là on a battu les records évidemment pour préparer les élections de 2012, on était à 32 ou 33 000 expulsés du territoire français. Parmi ceux-là, alors il y a des expulsés. Alors notre fameuse famille du Kosovo, elle va rentrer dans ce comptage-là. Mais sur les 30 000 expulsés, alors on parle de tout étranger, et notamment hors Union européenne, les Roumains représentaient à peu près le tiers, c'était 8 000 ou 9 000 expulsés. Donc ça satisfaisait les chiffres. Cela dit, sur les 8 000, il y en avait autant qui revenaient, quoi. Donc, mais par contre, on était pour présenter aux élections de 2012 pour dire notre France applique bien cette loi là sur les expulsions et sur l'entrée de tous les étrangers immigrés sur le sol français. Voilà. Ce que je voulais dire sur l'aide au retour. Un petit passage par la loi LOPSI 2. Alors la loi LOPSI 2, parce que c'est la deuxième après 2002, je crois, il y a eu la loi LOPSI 1. Loi d'orientation et de programmation pour la performance de sécurité intérieure, LOPSI 2. Un an à peu près avant la fin du mandat de Sarkozy, on a modifié et durci cette loi LOPSI 2, notamment, alors oui, donc on va peut-être pas parler de ça tout de suite, notamment avec cette capacité d'occuper, de considérer que la caravane était un logement ou pas. Alors, quand il y a une expulsion, il y a la
la trêve hivernale qui s'applique pour toute personne qui occupe un logement et qui a des problèmes, soit de paiement, soit d'affaires avec la justice, etc. Donc on applique cette trêve hivernale d'octobre à mi-mars, un truc comme ça. Pendant cette période-là, on ne peut pas bouger dès lors que l'on est locataire, on a un titre pour occuper, mais on n'est pas conforme au droit. Pour les terrains sauvages, cette trêve hivernale n'existe pas, puisque dans la loi LOPSI 2 qui s'est durcie et qui n'a jamais reconnu ce qu'on appelle les logements, l'habitat léger ou mobile, eh bien, il y a eu un certain nombre de lois qui sont venues gonfler la loi LOPSI 1 pour faire la loi LOPSI 2, notamment sur ce volet d'habitat. Je recherche mes notes. Non, mais c'est ça, oui. Habitat léger ou mobile, c'est ne pas reconnaître que la caravane, le mobil-home, les yurts aussi, tous ces logements légers ou mobiles soient considérés comme des logements à part entière. Voilà. Donc, un certain nombre de lois, de projets de loi dans le cadre de la loi LOPSI 2 ont été retoqués par le Conseil constitutionnel, notamment la loi qui avait été imaginée par Sarkozy, c'était la destruction de tout habitat léger ou mobile dès lors qu'il n'y a pas de titre, et puis une amende à hauteur de 3 750 € de mémoire, pour que je retrouve mes chiffres, mais enfin bon, c'était ça, à payer, parce qu'on occupe un espace, voilà, c'est pas du logement en dur, quoi. Donc ça s'appliquait notamment pour les gens du voyage, certains gens du voyage, donc gens du voyage, rappelez-vous la semaine dernière, hein, des Français, hein, mais ça s'applique aussi pour les Roms, quoi. Pour les Roms ou pour les Roumains qui occupent comme ça illégalement un terrain, eh bien, il n'y a pas cette trêve hivernale. Donc, eh bien, les expulsions peuvent se faire à tout moment de l'hiver parce que leur habitat n'est pas reconnu comme lieu principal d'habitation. Alors, il y a une loi il y a un projet de loi qui a été... où vais-je trouver ça? Oui, voilà. Je lis, hein, je m'excuse. Pour sortir de l'impasse juridique sur la nécessité ou non d'un permis de construire, parce que pour une yourte, pour un mobil-home, par exemple, il faudrait un permis de construire, dans l'ancienne loi. Le gouvernement devrait autoriser les documents d'urbanisme à définir les terrains ou les résidences mobiles ou démontables, constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Voilà. Alors auparavant, on disait il y a l'absence de réglementation de ces logements atypiques pose parfois problème. Par exemple, soit la yourte est une tente. Alors une tente, elle échappe au code de l'urbanisme. On pose une tente. Par contre, elle peut être considérée comme un bâti, et auquel cas, là, elle doit être installée sur un terrain constructible, etc. Donc là maintenant, ça va certainement sortir là, en 2014 maintenant, pour autoriser, eh bien, sur des terrains, un terrain dont on est propriétaire ou locataire, hein, la possibilité de poser une caravane, un mobil-home ou des habitats mobiles. Et donc là, on va travailler pour peut-être proposer comme ça une alternative au logement en dur pour toutes les familles roumaines, parce que ce n'est pas forcément la solution. Mais enfin, on est dans cette réflexion-là, et notamment au sein de Soleil Rome, là, on réfléchit. Donc il faudra, ce sera quand même beaucoup plus léger, il faudra simplement une déclaration préalable et puis un permis d'aménager et non pas un permis de construire. Voilà. Simplement pour vous dire qu'il va pleuvoir là encore des expulsions alors sur Saint-Herblain parce qu'il y a une dizaine ou une quinzaine de terrains sauvages et là la trêve hivernale ne sera pas appliquée pour ces familles-là. Voilà.
Voilà ce que je voulais dire. Et puis on va terminer, 21h35, on va terminer sur une circulaire du 22 août 2012. Alors 22 août 2012, je recadre là historiquement, le gouvernement Ayrault, donc juin 2012, et les expulsions des terrains, mais également les expulsions hors du territoire français, ont été quand même nombreux pendant cette période d'été. Et on s'était rendu compte que le nombre d'expulsions sur le premier semestre, oui, c'est ça, premier semestre 2012, donc sous encore le gouvernement Sarkozy et Fillon, eh bien, il y avait moins d'expulsions que sur le troisième trimestre, si on veut, pendant l'été. Et donc, les associations sont montées au créneau. Donc, la Ligue des droits de l'homme, le Gazprom, le collectif Rome Europe aussi. Bien, on a constaté et puis condamné cette application-là d'expulsion. Et il y a eu une réunion interministérielle, alors avec un certain nombre de ministres, dont Valls, dont Duflot, et puis tous les ministres qui tournent autour de cette question et des étrangers, et de l'habitat. Et il y a eu une circulaire interministérielle du 26 août 2012, donc il faut la citer. Le titre, c'est relatif à l'anticipation et à l'accompagnement des opérations d'évacuation de campements illicites. Pendant l'été, de nombreux campements illicites, essentiellement de Rome, sur le territoire français, donc à Marseille, dans la région parisienne, à Lille, puis à Nantes aussi. Et donc, il y a eu une circulaire pour réglementer un petit peu cette question d'expulsion de terrain sans solution. Alors, il y a le texte et puis il y a l'application. Le texte, ça veut dire que dès qu'il y a une expulsion de prononcé, c'est-à-dire le propriétaire d'un terrain, qu'il soit privé ou collectivité, gagne son procès et donc applique une décision de justice pour expulser les familles, eh bien, avant l'expulsion manu militari, eh bien, il y a obligation d'avoir un diagnostic de pratiquer auprès de toutes les familles sur des critères que nous, on conteste quand même. Les critères, c'est il faut qu'ils travaillent. Donc on voit toute la difficulté sur les terrains illégaux, comment on peut trouver du travail. Déjà que sur les terrains conventionnés, à Saint-Plus, on galère quand même pour trouver du travail, et malgré tout, on est là pour faire les cartes de séjour et les autorisations, c'est quand même un peu lourd. Donc sur les terrains sauvages, évident qu'il n'y a aucun ou très peu de personnes qui peuvent travailler. Deuxièmement, parler français. Et ça, c'est toujours la vieille obligation. Hein. On est en France et donc on doit parler français. Et puis le troisième, c'est la scolarisation des enfants. Donc là aussi, alors, on comprend qu'il y a une obligation de scolarité des enfants, mais nous on se bagarre là, notamment sur un terrain où avec la pluie, là, bon, c'est infernal, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, ou enfin si l'eau qu'ils ont, ils la reçoivent du ciel. Et donc là, il y aurait obligation de les envoyer à l'école quand ils n'ont pas de vêtements, quand ils sont cradingues et tout. Et donc, bon, effectivement, cette obligation de tout enfant de 6 à 16 ans d'être inscrit dans un établissement scolaire. Cela dit, entre l'obligation et puis la prise en compte réelle de la situation, il y a quand même un grand écart. Et donc, voilà nos 3 critères pour retenir des familles et après pour les envoyer dans un dispositif de logement. Alors, il parle, je ne sais plus si c'est ici, il parle de... Non. Voilà. Donc, diagnostic avant toute expulsion. Sur l'agglo nantaise, il y a certains diagnostics qui sont faits. Le résultat, eh bien, c'est 0 famille qui rentre dans le dispositif d'accompagnement par le logement. Les autres, eh bien, on leur demande gentiment
de retourner à la case départ, c'est-à-dire de repartir. D'ailleurs, ils en profitent pour certains, alors, ça a été c'est pas généralisé, mais comme il y a un diagnostic, ils recensent toutes les familles, donc la police, et puis il y a des associations maintenant qui font ce travail de diagnostic. Donc, est-ce que tu parles français, tes enfants vont à l'école, et tu travailles. Bon, à partir de là, tu es d'un côté ou tu es de l'autre, ils sont souvent du même côté. Il y a eu, je crois, sur l'agglo nantaise, 5 familles, 2 ou 3 sur Rosé, et puis sur Saint-Herblain. Alors je ne sais pas, il y a des gens de Saint-Herblain, hein, je ne sais pas s'ils pourraient confirmer, mais il y a eu peut-être 2 ou 3 familles comme ça qui ont été, qui sont rentrées dans le dispositif. Alors, sur Rosé, ça c'est sûr. Sinon, la majorité, donc c'est 95 ou 98% des familles qui ne rentrent pas dans ce dispositif-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils anticipent, et, ils se redéplacent sur un autre terrain, et puis c'est reparti encore pour quelques mois, quoi. Voilà. Un petit peu d'humour quand même dans ce monde. C'est pas net, mon affaire. Voilà. Tristement d'actualité, parce que j'avais préparé ce diaporama là, ce week-end. Je l'avais un peu devancé, notre manuel national. Voilà. On en reste là pour le droit. Voilà. Donc l'accès au travail pour les ressortissants bulgares et roumains, on en a parlé. Hein. Donc les mesures transitoires de 2007 à 2013, donc la liste des 291 métiers en tension, hein. Avant il y en avait 150, contrat de travail de moins de 3 mois, simplement une autorisation provisoire de travail, un petit bout de papier. Pour les contrats, alors oui, il y a eu des modifications là en cours d'année, maintenant pour les contrats de moins de 6 mois, enfin plus de 3 mois et de moins de 6 mois, il n'y a même plus besoin de changement de statut. Il y a simplement, on fait 2 fois des APT de 3 mois. Et puis comme ça, on règle le problème. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de titre de séjour. Et donc, ça diminue aussi leur capacité d'avoir d'autres droits. Par exemple, titre de séjour, ils peuvent avoir les droits CAF, quoi, allocation familiale ou autre, quoi. Les contrats de plus de 3 mois, donc une carte de séjour, ce qui s'appelle carte de séjour temporaire, travailleur temporaire. La durée du titre, c'est la durée du contrat de travail. Alors avant 2007, on travaillait 8 mois par exemple, on pouvait obtenir un titre de séjour d'1 an, de 3 ans ou de 10 ans. Donc on avait un contrat de 2 ans par exemple, eh bien on pouvait obtenir facilement une carte de séjour de 10 ans. Donc ceux qui sont les Roumains qui étaient arrivés avant 2007, certains Roumains avaient des cartes parce que oui, 2004 par exemple, eh bien, ou 2005, ont des cartes de séjour de 10 ans. Je connais des familles dont l'homme, et donc après les ayants droit aussi, ont des cartes de séjour de 10 ans. Sous Sarkozy, eh bien, la durée de la carte de séjour, pour un contrat par exemple de 8 mois, c'était de 8 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le dernier jour du travail, on a encore sous le coup de la carte de séjour, le lendemain, on n'a aucun droit. C'est-à-dire que, par exemple, on ne peut pas prétendre au chômage, puisque là aussi, on n'a plus, le lendemain, on n'a plus de droit, quoi. Donc là, moi, j'ai été confronté à une famille qui avait la première année un contrat chez un maraîcher de 8 mois, hein, d'avril à novembre ou décembre. Eh bien, il y a une date de fin de contrat, donc c'est le 30, par exemple, le 30 novembre. Ben, le 1er décembre, je dis, tiens, on va les inscrire comme demandeurs d'emploi, tout simplement, au moins pour qu'ils aient peut-être quelques droits. Eh bien, le 1er décembre, ah oui, mais vous avez votre carte de séjour? Ah oui, mais ça s'arrête le 30 novembre. Donc voilà, ineptie, mais c'est au quotidien, quoi. On rencontre des inepties comme ça, quoi. Alors évidemment, on assouplit et on communique beaucoup sur l'assouplissement de ces mesures transitoires. Alors par exemple, c'est ça, on passe de 150 à 291 métiers, quoi. Donc à ce moment-là, moi je disais non, c'est pas, moi je suis pas favorable à augmenter le nombre de métiers sous tension. Moi je suis favorable pour aller diminuer. C'est-à-dire de 150, moi j'en prends que 5. C'est-à-dire travailler dans l'agriculture, saisonnier, travailler dans l'industrie, dans le bâtiment, etc., l'aide à la personne et les ménages.
on fait 5 métiers, mais pas de carte de séjour, plus d'autorisation provisoire de travail, et là, on aurait réglé certainement la question. Mais voilà, donc, alors là aussi, dans la grande mansuétude de notre gouvernement, plus de taxes au F2I. Alors, il faut savoir que tout employeur, et puis on va finir là-dessus, tout employeur qui emploie un étranger, il faut cette autorisation provisoire de travail. Mais les Bulgares et les Roumains, eh bien, l'employeur, alors ça a diminué le montant, mais l'employeur devait payer une taxe à l'OF2I, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour employer ces deux nationalités. Alors au début, on annonçait des chiffres, alors effectivement, tout au début, c'était autour de 800, 900 euros. Donc on fait le choix de recruter un étranger, mais précisément un Roumain. Il faut la carte de travail ou l'autorisation provisoire de travail. Et en plus, l'employeur doit payer une taxe, quoi. Donc la taxe, elle est descendue maintenant. Alors, je vous parlais de celui qui avait un contrat chez un maraîcher de 8 mois. Eh bien, 8 mois, donc on dépassait les 3 mois. Eh bien, on a fait un changement de statut, il a obtenu sa carte de séjour, mais l'employeur devait payer 200 euros, c'était 210 euros, c'était vers la fin, là, c'était en 2009 ou 2010, 2011 peut-être, je ne sais plus. Il avait 200 euros à payer, mais quand même 200 euros, alors qu'il employait un Polonais, un Espagnol ou un Allemand, c'était zéro, quoi. Alors déjà, il n'y avait pas de carte de séjour et il n'y avait pas de taxe. Donc, tout ça pour expliquer la lourdeur et l'accès à l'emploi, c'est quand même un peu pipeau, quoi. Pour les deux nationalités roumaines et bulgares. Comment ? Non, plus maintenant. Alors les taxes ont été levées, quoi. Et puis, alors, quand même, amélioration, et je finis par et après on cause entre nous. Une instruction, là, qui est importante à dire. Les Roumains et les Bulgares, donc pour avoir des droits, notamment pour être demandeur d'emploi, il faut la carte de séjour. Donc, ceux qui n'avaient pas la carte de séjour ne pouvaient pas prétendre à être demandeur d'emploi, mais pour certains métiers ou certaines structurations, il faut être inscrit comme demandeur d'emploi. Par exemple, pour les associations intermédiaires, alors Solidarité Emploi par exemple, ici à La Chapelle, où j'avais travaillé quelques mois, les chantiers d'insertion, enfin il fallait avant avoir cette carte de séjour. En janvier 2013, il y a eu cette instruction au service de Pôle emploi et au direct, donc les directions départementales du travail, en vue de faciliter, il y a un petit i qui a été supprimé, l'accès au travail des ressortissants bulgares et roumains du 30 janvier 2013. Ça veut dire que les conditions d'accès à l'emploi ont été assouplies, et notamment, il y a la possibilité pour un Roumain et un Bulgare. Pour les autres pays de l'Union européenne, il n'y avait pas besoin de... Ils peuvent s'inscrire comme demandeurs d'emploi. Pour eux, il leur faut un titre de séjour. Et donc là maintenant, à partir du 30 janvier 2013, il y a cette possibilité de s'inscrire comme demandeur d'emploi sans titre de séjour. Demandeur d'emploi, c'est simplement pour être inscrit. Après, on a des indemnités ou pas si on a travaillé, donc ça c'est l'application du droit français. Mais c'est quand même intéressant d'être inscrit comme demandeur d'emploi, notamment pour prétendre aux emplois aidés. Donc auparavant, les Roumains et les Bulgares ne pouvaient pas prétendre aux emplois aidés, et notamment sur les chantiers d'insertion. Alors, moi, dès le 30 janvier, alors peut-être pas le 31 janvier, mais quelques temps après, on a travaillé avec des chantiers d'insertion pour inscrire des jeunes sur des chantiers d'insertion. Ça a été très, 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 très lent, parce que là, entre le 30 janvier et puis l'application notamment à Pôle emploi, où les logiciels ne sont pas prévus pour, eh bien, entre le 30 janvier et le premier recrutement, enfin, la première signature de convention, ça a été le 15 mai, donc février, mars, avril, 3 mois et demi, pour qu'un jeune puisse rentrer sur un chantier d'insertion. Voilà. Et donc là aussi, on avance quand même un petit peu. Donc ce sont des mesures qui préparent
la sortie des mesures transitoires. Voilà, donc c'est une amélioration, donc il faut quand même la souligner. Et puis nous, on s'est engouffré dans cette possibilité-là. Et donc après, un autre jeune aussi. Alors je dis jeune, pourquoi? Parce que ça peut être aussi un moins jeune, mais là c'était des postes réservés à des moins de 26 ans. Donc il fallait qu'ils soient suivis par une mission locale. Donc là aussi, mission locale, ils n'avaient jamais vu ça, quoi. Et puis au mois de mars, cette instruction, ça n'était pas encore redescendu dans les missions locales. Donc je lui ai montré cette application, cette instruction-là. Ça a été lent, mais bon, ça aboutit quand même. Et donc là, actuellement, il y en a deux qui travaillent sur une entreprise d'insertion et l'autre sur un chantier d'insertion. Donc ils sont complètement dans cette logique-là, et notamment d'accès aux emplois aidés, puisque ce sont des emplois soit en CUI ou soit pris en charge une partie par le Conseil général ou par Pôle emploi. Est-ce que c'est fini? L'accès à la santé, je n'ai pas parlé de la santé. On peut peut-être en parler en débattant entre nous là.